Le cristal éclata contre la soie immaculée de ma robe blanche de femme enceinte, et le vin rouge, un grand cru classé, coula le long de mon ventre de 7 mois comme une blessure publique, une hémorragie exposée aux yeux de tous. Dans le grand salon de réception de l'hôtel Le Meurice à Paris, privatisé pour l'anniversaire de la fondation de l'entreprise familiale, plus de 100 convives cessèrent soudainement de rire. La haute société parisienne, les fournisseurs, les actionnaires, tous levèrent leur téléphone portable, retenant leur souffle, attendant avec une curiosité morbide de voir si j'allais m'effondrer en larmes. Ma belle-mère, Aliénor de Vaudémont, tenait encore le pied de la coupe vide entre ses doigts manucurés. À quelques mètres de là, mon mari, Enguerrand, tenait fermement sa maîtresse par la taille. Ma belle-sœur, Domitille, applaudissait lentement depuis la table d'honneur, et plusieurs directeurs de la société souriaient, comme si m'humilier publiquement faisait partie intégrante du toast officiel. C'est exactement à cela que ressemble une femme de rien qui a cru pouvoir acheter un nom de famille illustre avec une grossesse calculée, déclara Aliénor, ma belle-mère, d'une voix qui portait à travers toute la salle, pointant du doigt la large tache pourpre qui s'étendait sur ma rondeur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tenté de cacher ma robe avec mes mains. Et surtout, je n'ai pas regardé mon mari pour implorer son aide. J'ai simplement posé une main protectrice sur mon bébé, sentant la chaleur de ma propre paume contre le tissu froid et humide. Avec une lenteur délibérée, j'ai sorti de mon sac à main une épaisse enveloppe blanche, scellée par un cachet de cire, et j'ai demandé au maître d'hôtel, d'un geste calme, de ne pas nettoyer le vin sur le sol pour l'instant. Dans moins d'1 heure, cette même table d'honneur allait se retrouver sans aucun contrat, sans le moindre applaudissement, et totalement dépouillée de cette entreprise qu'Aliénor croyait encore dirigée d'une main de fer. C'est à cet instant précis que j'ai souri. Parce que cette tache rouge que tous les invités s'empressaient de filmer n'était pas le symbole de ma honte. C'était l'ultime preuve matérielle qui me manquait. Aliénor approcha le bord tranchant de la coupe brisée à quelques centimètres de mon visage, comme si elle voulait prouver à l'assemblée entière que sa main, couverte de bagues anciennes, ne tremblait absolument pas. Elle portait une robe de créateur dorée, beaucoup trop scintillante et ostentatoire pour une femme qui avait passé ses derniers mois à dissimuler, avec l'énergie du désespoir, le fait que sa dynastie familiale était au bord de la faillite totale. La lumière chaude des immenses lustres de cristal se reflétait sur ses bracelets en or massif, mais moi, je n'entendais qu'une seule chose. Le bruit régulier, presque hypnotique, des gouttes de vin tombant de l'ourlet de ma robe sur le marbre froid du salon. Chaque goutte résonnait faiblement. Chaque goutte semblait coûter une fortune. Chaque goutte sonnait comme le glas de leur prestigieux nom de famille. Ne reste pas muette maintenant, Séraphine, lança mon mari, Enguerrand de Vaudémont, avec un rire sec, dénué de la moindre affection. Il gardait une main possessive sur la taille fine d'Olympe, sa maîtresse, tandis que son autre main serrait un élégant dossier en cuir noir. « Tu es venu à cette réception parce que tu voulais faire un scandale. Eh bien, voilà, tu as ton public, profites-en. » Olympe pencha la tête sur l'épaule d'Enguerrand avec une moue affectée et laissa négligemment pendre sa main, exposant aux yeux de tout l'immense bague de fiançailles qu'il lui avait offert. Une bague achetée avec l'argent même qu'il m'avait supplié de lui avancer pour sauver l'entreprise. La pierre précieuse capta la lumière et brilla de 1000 feux juste devant mon visage. Elle n'était pas grosse par amour. Elle était grosse par culpabilité et par vanité. « Pauvre petit bébé !» murmura Olympe en caressant théâtralement son propre ventre plat sous sa robe fourreau rouge sang. Il n'est même pas encore né qu'il apprend déjà que sa mère ne sait pas quand il est temps de se retirer avec élégance. Plusieurs personnes dans l'assistance ricanèrent. Ce n'était pas un rire franc et ouvert. C'était un rire nerveux, lâche, le genre de gloussement que les courtisans lâchent lorsqu'ils veulent s'attirer les bonnes grâces de ceux qui semblent encore détenir le pouvoir et l'argent. Ma belle-sœur, Domitille, leva son verre de champagne depuis la table principale, le visage fendu par un sourire cruel. « Que quelqu'un lui apporte une serviette de table ?» dit-elle d'un ton faussement compatissant. Bien qu'à ce stade, ce dont elle manque le plus, c'est de dignité. Le salon s'esclaffa de nouveau. Je suis restée parfaitement immobile, non pas parce que la situation ne me blessait pas. Le vin qui imbibait mes vêtements était froid, collant, et mon bébé venait de sursauter sous ma main, donnant un coup vif, comme s'il avait lui aussi ressenti l'impact physique de l'humiliation. La gorge me brûlait terriblement, mais ce n'était absolument pas l'envie de pleurer qui m'étouffait. Ma gorge me brûlait parce que cela faisait exactement 3 mois que j'attendais qu'Aliénor commette cette erreur précise. 3 mois que je priais pour qu'elle laisse éclater son mépris de classe devant un nombre suffisant de témoins clés. Un serveur s'avança timidement vers moi, tenant une grande serviette en tissu blanc. Je l'arrêtai d'un simple regard. « Non, merci », lui dis-je sans même élever la voix. « S'il vous plaît,
Laissez-les tous continuer à regarder. Cette simple phrase tomba dans la salle avec plus de fracas que la coupe brisée. Le silence se fit plus lourd. Quelques invités, soudain mal à l'aise, baissèrent leur téléphone. D'autres, au contraire, les levèrent un peu plus haut, avides de drame. Enguerrand fronça les sourcils. Pour la toute première fois de la soirée, il ne parvenait pas à déchiffrer ma réaction. J'aurais dû fuir, j'aurais dû pleurer. Je faisais face. Aliénor sourit, mais ses lèvres étaient pincées, trahissant une légère crispation. Tu vois, Enguerrand ? Toujours aussi dramatique, notre chère Séraphine, toujours en quête pitoyable de pitié. Elle balaya ensuite l'assemblée du regard, prenant les invités à témoin. Mon fils a commis la grave erreur de se marier avec une roturière qui ne comprend rien à notre monde, qui n'a aucune classe, et qui prétend aujourd'hui utiliser une grossesse pour faire main basse sur un patrimoine qui ne lui appartient pas. Elle attira vers elle un sous-main argenté et le posa brutalement sur une table haute, juste à côté d'une flaque de vin qui avait éclaboussé les nappes en lin. « Signe !» ordonna-t-elle, son masque de mondanité tombant complètement pour laisser place à la bourgeoise impitoyable. « Renonce officiellement à tout droit sur les parts de la société familiale, à toute réclamation concernant l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, et à toute tentative d'imposer notre nom de famille à cet enfant sans qu'un test de paternité ne l'ait exigé. » Le mot « enfant » sortit de sa bouche avec un tel dégoût qu'on aurait dit qu'elle parlait d'une créance pourrie. Enguerrand ouvrit alors le dossier noir qu'il gardait sous le bras et en sortit un stylo. Ce n'était pas n'importe quel stylo. C'était le stylo plume Montblanc avec lequel, à peine un an auparavant, nous avions signé l'acte d'achat de la maison familiale. Cette même maison où il installait secrètement Olympe pendant que je me rendais, seule, à mes consultations prénatales à l'hôpital américain. « Fais les choses simplement, Séraphine, » me dit Enguerrand en me tendant le stylo avec une moulasse. « Tu es fatiguée, la grossesse te pèse. Tu n'as vraiment pas besoin de ce stress supplémentaire. » Ce fut le moment exact où, dans la salle, les derniers sourires s'effacèrent totalement. Pas par compassion pour moi, non, par un profond malaise. Utiliser la fragilité de ma grossesse comme moyen de chantage financier sonnait soudainement beaucoup plus ignoble une fois formulé à haute voix dans ce salon luxueux. Olympe, se sentant pousser des ailes, posa sa main manucurée sur le dossier en cuir. « Si tu signes ce soir, nous pourrons tous reprendre le cours de cette belle fête, » susura-t-elle avec une douceur empoisonnée. « Et toi, tu pourras rentrer te reposer tranquillement, Séraphine. Nous ne voudrions surtout pas qu'il t'arrive un malaise ici, devant tout le monde. » J'ai baissé les yeux vers sa main. Sur son doigt insolent brillait l'argent de mon propre travail. À son poignet teintait un bracelet Cartier que j'avais personnellement identifié sur une note de frais douteuse de la société. Et dans ses yeux se lisait cette assurance vulgaire et pathétique de celle qui s'imagine avoir remporté la victoire, simplement parce qu'un homme lâche lui a fait des promesses d'une vie de château qu'il n'a plus les moyens de financer. « Est-ce que cela aussi, vous souhaitez que ce soit consigné officiellement ?» ai-je demandé, le ton placide. Olympe cligna des yeux, perplexe. « Consigné ? De quoi parlez-vous ? Le fait que vous soyez en train de me contraindre à signer un document légal sous une immense pression psychologique, devant une centaine de témoins, quelques minutes seulement après qu'une dirigeante de cette même entreprise m'a jeté du vin au visage alors que je suis enceinte de 7 mois. » Le silence qui suivit ma déclaration s'ouvrit grand, comme une porte donnant sur le vide. Aliénor frappa violemment le marbre de la table avec le culot de sa coupe. « Tu n'es absolument personne dans cette entreprise, Séraphine, personne. » J'ai hoché la tête, très lentement. « C'est parfait. C'est exactement ce que j'avais besoin de vous entendre répéter. » Enguerrand laissa échapper un petit rire étouffé, mais je remarquai que ses jointures blanchissaient autour du stylo plume. « Séraphine, je t'en prie, ne commence pas avec tes petits jeux psychologiques. »« Ce ne sont pas des jeux, Enguerrand, » ai-je répondu calmement. « Ce sont des pièces à conviction pour huissier. » D'un mouvement fluide, j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac. Je ne l'ai pas brandi comme une arme. Je l'ai simplement déposé sur la table haute, l'écran tourné vers le plafond. L'application dictaphone affichait un enregistrement actif depuis très exactement 42 minutes. Le visage de Domiti se figea. Olympe retira sa main du dossier comme si le cuir venait de prendre feu. Aliénor fixa l'écran illuminé, puis releva des yeux emplis de fureur vers moi. « Enregistrer une conversation familiale privée à notre insu ne te rend pas plus puissante, ma fille, cracha-t-elle. Peut, être pas, ai-je rétorqué, mais cela aide considérablement lorsque ladite conversation a lieu lors d'un événement d'entreprise officiel, en présence de vos fournisseurs clés, de vos futurs investisseurs et de vos cadres dirigeants. Et c'est encore plus utile lorsque la présidente d'honneur de cette société humilie publiquement une femme enceinte vulnérable pour l'extorquer et l'obliger à signer une renonciation patrimoniale. Je ne leur ai pas donné davantage d'explications.
Ce n'était pas encore le clou du spectacle. Enguerrand, paniqué sous son vernis mondain, tenta de reprendre le contrôle de la situation en utilisant cette gestuelle qu'il maîtrisait si bien en société. Ce sourire contrit de l'homme éduqué, de l'aristocrate bien né, qui demande l'indulgence de l'Assemblée pour les sautes d'humeur de son épouse hystérique. « Mesdames et messieurs », commença-t-il en se tournant vers la foule avec un geste d'apaisement, « je vous prie de nous excuser. Mon épouse est extrêmement sensible ces temps-ci. Les hormones de la grossesse la rendent. » Il ne termina jamais sa phrase. Je l'ai coupé d'une voix si tranchante, si dénuée de toute émotion, que j'ai vu le directeur des ressources humaines abaisser son verre de champagne, sans en boire une goutte. Enguerrand déglutit péniblement. « La rende confuse », tenta-t-il de finir, la voix éteinte. « Confuse ?» J'ai souri, un vrai sourire cette fois. C'est parfait. J'ai alors ouvert la grande enveloppe blanche que je gardais en main. Je n'ai pas encore dévoilé le document dans son intégralité. Je me suis contenté de laisser dépasser le lourd sceau bleu de la chambre des notaires et un en-tête officiel, dont le coin effleurait la tache de vin. Aliénor reconnut immédiatement le sceau de l'étude notariale. Son teint, d'ordinaire si bien maquillé, perdit de ses couleurs, mais son orgueil la fit tenir droite. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» siffla-t-elle. « C'est quelque chose que vous allez comprendre dans quelques minutes, belle maman. » Domiti se leva brusquement, renversant presque sa chaise à médaillon. « Mère, ne lui accorde pas une minute d'attention de plus, que le service d'ordre la jette à la rue immédiatement. » Deux hommes en costume sombre, l'oreillette bien en place, s'avancèrent depuis les grandes portes du salon. Je les connaissais. Enguerrand les avait embauchés pour la soirée afin de donner une illusion de grandeur et d'impressionner les investisseurs étrangers, absolument pas pour protéger qui que ce soit. L'un des agents de sécurité tendit la main vers mon bras. « Madame, je crois qu'il vaut mieux que vous. Je vous déconseille très fortement de me toucher, l'ai-je prévenu en le fixant droit dans les yeux, la voix glaciale. Je suis enceinte de 7 mois. Je viens d'être agressée physiquement devant des dizaines de téléphones qui filment. Et mon avocat est en train de franchir cette porte. » Comme si ma phrase avait été un signal soigneusement chronométré, les doubles portes monumentales du salon de l'hôtel s'ouvrirent à la volée. Maître de la Roche, un ténor du barreau parisien réputé pour sa férocité, fit son entrée, un épais dossier gris sous le bras. Dans son sillage marchaient Maître Dubois, une notaire à l'allure stricte, 2 assistants juridiques équipés de tablettes électroniques, et enfin, le docteur Vasseur, mon obstétricien de la clinique de la Muette, qui portait encore sa blouse blanche froissée sous son pardessus sombre. La salle entière pivota dans un silence absolu pour observer ce cortège inattendu. Le claquement régulier et autoritaire des talons de la notaire sur le dallage de marbre acheva de tuer les derniers murmures d'amusement de l'assistance. Enguerrand fit un pas nerveux vers moi. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Séraphine » murmura-t-il, les yeux écarquillés par l'incompréhension. J'ai baissé les yeux vers l'immense tache de vin rouge qui souillait ma robe immaculée. « Exactement la même chose que vous, mon cher mari, » ai-je murmuré en retour. Je me suis préparée. Aliénor leva le menton, tentant de convoquer toute l'autorité de ses ancêtres imaginaires. « Je vous somme de quitter les lieux. Ceci est une réception strictement privée. » La notaire, impassible, posa sa sacoche en cuir sur la table et l'ouvrit avec un déclic sec. « Plus maintenant, Madame de Vaudémont. Pas en ce qui concerne les effets légaux d'une fusion-acquisition annoncée par voie de presse. Selon l'invitation officielle qui a été envoyée aux investisseurs, aux créanciers et à la presse économique, cette réception est également désignée comme la réunion de clôture officielle pour la signature de ladite fusion. » Le visage d'Aliénor se figea, les traits tirés par une terreur naissante. « Mais qui vous a invité ici ?» exigea-t-elle, la voix tremblante de rage. J'ai posé le document scellé de l'enveloppe blanche directement sur la nappe, en plein sur une goutte de vin séché. « C'est moi. » Enguerrand éclata d'un rire dédaigneux, le rire d'un homme qui se noie mais refuse de l'admettre. « Toi ? Mais enfin, tu es folle, ma pauvre. Tu n'as pas le moindre droit d'inviter qui que ce soit à une négociation concernant mon entreprise. » J'ai soutenu son regard, et d'une voix posée qui a résonné jusqu'aux cuisines, j'ai répondu « Ton entreprise vient tout juste de perdre le pronom possessif « mon ». Je n'ai rien ajouté. J'ai laissé le poids de cette déclaration faire son œuvre destructrice. L'effet fut instantané et dévastateur. Une onde de choc sous la forme d'un brouhaha étouffé parcourut les luxueux salons de l'hôtel. D'abord parmi les tables les plus proches, puis l'onde se propagea jusqu'au fond de la pièce où se tenaient les fournisseurs impayés et les banquiers inquiets. Les dizaines de smartphones qui, quelques minutes auparavant, diffusaient mon humiliation en direct, étaient désormais braqués sans pitié sur le visage décomposé d'Enguerrand. Aliénor serra le pied de sa coupe brisée avec une telle violence que je crus voir le cristal lui entailler la paume.
Ça suffit, hurla-t-elle, perdant toute contenance. Séraphine n'a aucune part dans le capital, elle ne siège à aucun conseil d'administration, elle n'a aucun poste officiel. Elle n'a strictement aucun droit de s'exprimer à cette table. C'est tout à fait exact, ai-je concédé d'un ton léger. Je ne possède aucune action de votre société à mon nom propre. Olympe, qui se croyait soudainement tiré d'affaire, laissa éclater un petit rire condescendant, pensant avoir trouvé une faille. Alors arrête de te donner en spectacle et de te rendre ridicule, Séraphine. Rentre chez toi. J'ai tourné la tête vers elle, lente comme une prédatrice. Je n'ai pas d'action à mon nom, mais le fonds d'investissement institutionnel qui doit décider ce soir si cette fusion vitale est signée ou définitivement annulée est sous mon contrôle exclusif. Le rictus méprisant d'Olympe mourut sur ses lèvres peintes avant même d'atteindre ses yeux. Enguerrand ouvrit grand la bouche, mais aucun son ne parvint à franchir ses cordes vocales. Aliénor, elle, mit une seconde de plus à assimiler l'information. Lorsque la réalité la frappa, ses doigts se relâchèrent. La coupe de cristal lui échappa et s'écrasa sur le sol en marbre dans un fracas épouvantable. Les débris ne volèrent pas, mais le socle lourd de la coupe roula lentement sur le sol brillant, jusqu'à venir buter doucement contre la pointe de mon escarpin taché de lit de vin. Ce petit son clair de cristal contre le cuir fut, à mes oreilles, bien plus mélodieux qu'une ovation debout. Maître de la Roche, flegmatique, disposa le lourd dossier gris au centre de la table d'honneur. Résultat immédiat, annonça l'avocat d'une voix de stentor, suivant à la lettre les instructions précises que je lui avais données. La signature de la fusion prévue ce soir est suspendue avec effet immédiat. L'ensemble des comptes relais liés à cette opération financière sont gelés par ordonnance judiciaire. La famille de Vaudémont se voit interdire formellement de retirer le moindre fonds, de transférer le moindre actif immobilier ou de modifier tout contrat en cours jusqu'à l'achèvement d'une mission d'audit complet et indépendant. Le salon luxueux tout entier sembla se pétrifier. Personne ne bougeait. Je n'avais pas laissé mon avocat employer des termes trop opaques, je n'avais pas parlé de clauses de garantie de passifs, de montage fiduciaire obscur ou de pourcentage d'EBITDA. J'avais exigé qu'il aille à l'essentiel, pour que la violence de la chute soit limpide pour tout le monde. Je voulais que chaque invité comprenne l'unique vérité de cette soirée. Aliénor et son clan venaient de perdre leur unique bouée de sauvetage. Ensuite, Maître de la Roche prit le temps d'exposer la trame de fond avec des phrases chirurgicales. Le groupe Vaudémont cherchait désespérément, depuis 8 mois consécutifs, une fusion inespérée pour échapper au dépôt de bilan et à l'insolvabilité. Le groupe providentiel qui était censé injecter les capitaux salvateurs se nommait le Fonds d'investissement L'Aube. Dans les registres publics luxembourgeois, ce fonds apparaissait comme une entité privée sans visage, un trust anonyme. Mais dans les documents réels, gardés sous clef, l'actionnaire bénéficiaire majoritaire et l'unique représentante dotée d'un pouvoir de veto absolu, c'était moi. Pas parce que j'étais née avec une cuillère en argent dans la bouche comme Enguerrand, pas parce qu'un patriarche providentiel m'avait légué un empire, mais parce que, bien avant de rencontrer mon mari, j'avais fondé, développé et revendu à un géant américain une brillante start-up de logistique médicale basée à la station F. Aliénor avait toujours été intimement persuadée que je n'étais qu'une vague employée administrative, une réceptionniste chanceuse, simplement parce que c'est le poste modeste que j'occupais le jour où je l'ai rencontrée. Je travaillais alors à l'accueil d'un congrès pour dépanner une amie. Avec son snobisme rance, elle n'avait jamais daigné se renseigner sur mon véritable parcours professionnel après mon départ de ce congrès. Enguerrand, lui, connaissait parfaitement la vérité. Il savait d'où venait mon aisance financière, mais son ego surdimensionné d'héritier l'avait poussé à considérer mon capital comme une tare utile, une ressource honteuse mais bien pratique qu'il pouvait siphonner en privé tout en me dénigrant en public. Pendant 2 ans, Enguerrand m'avait arraché, sous couvert de prêts personnels, d'immenses sommes d'argent, un chantage émotionnel et non légal. Il me suppliait de soutenir temporairement le joyau de sa famille, il me jurait sur sa vie que l'entreprise retrouverait sa gloire d'antan et qu'il me rembourserait au centuple. Puis, lorsque je suis tombée enceinte, son attitude a radicalement changé. Il a commencé à dissimuler des factures monstrueuses, à multiplier les prétendus voyages d'affaires à Courchevel ou à Milan avec Olympe, et à me faire passer pour une femme paranoïaque et instable, dès que je posais des questions sur l'état des finances. C'est pour cette raison précise que je n'étais pas venue à cette réception mondaine pour pleurer. J'étais venue pour sceller leur tombeau financier. Aliénor, blême et tremblante, ouvrit la bouche pour répliquer, mais la notaire leva sèchement la main pour l'interrompre. Avant de poursuivre la procédure, je me dois de faire consigner par acte authentique l'état de santé physique actuel de Madame Séraphine de Vaudémont. Docteur Vasseur,
Je vous en prie. Le médecin obstétricien s'avança vers moi avec une douceur infinie, posant sa mallette en cuir sur une chaise voisine. Madame de Vaudémont est actuellement à un stade de grossesse de 7 mois et 3 semaines, déclara le médecin d'une voix forte et claire, s'assurant que chaque micro des téléphones portables capte parfaitement l'information médicale. Ma patiente fait l'objet d'une prescription médicale stricte imposant l'évitement absolu de tout stress physique et de tout traumatisme émotionnel sévère. L'agression physique caractérisée par la projection de liquide, ainsi que les actes d'intimidation visant à lui extorquer des signatures patrimoniales dans cet état de vulnérabilité clinique évidente, doivent être et seront dûment consignés au dossier pénal. Les traits du visage d'Enguerrand se tordirent d'effroi. Son expression ne reflétait aucune once de culpabilité envers moi ou son enfant. Ce qui l'animait, c'était le calcul froid de l'animal pris au piège. « Mais je ne l'ai pas agressé, moi !» s'écria-t-il paniqué, en reculant d'un pas. Et voilà. C'était sa toute première tentative lâche pour sauver sa propre peau, abandonnant sa mère au passage. Je tournai lentement la tête vers Maître Delaroche. « Maître, veuillez acter cette déclaration. » L'avocat tapota l'écran de sa tablette numérique. « C'est acté, madame. » Aliénor se tourna violemment vers son fils, les yeux exorbités. « Enguerrand, tais-toi, espèce d'imbécile !» Olympe fit un mouvement de recul instinctif pour s'éloigner du désastre, mais ma belle-sœur Domitille, le visage ravagé par le désespoir, la poussa violemment vers l'avant, comme si sacrifier la maîtresse de son frère pouvait encore servir de bouclier à leur réputation. « C'est elle qui manipule tout !» hurla Olympe, la voix aiguë et chevrotante. Elle pointa un doigt accusateur vers moi. Elle a fait exprès de venir habillée avec cette robe blanche éclatante pour provoquer la colère d'Aliénor. Elle cherchait à ce que cette scène se produise, j'en suis sûre. Je l'ai jaugée du regard, de haut en bas, avec un calme olympien. Oui. Ce minuscule mot de 3 lettres la démolit sur place. La salle entière bruissa d'indignation et de stupeur. Olympe papillonna des yeux, hébétée. « Quoi ?» balbutia-t-elle. « Oui, absolument, » ai-je répété, la voix cristalline. Je savais pertinemment qu'Aliénor ne pourrait pas s'empêcher de commettre un esclandre. Je l'espérais, je l'avais anticipé. Je ne savais pas si ce serait un jet de vin, une insulte diffamatoire publique ou l'intervention brutale des agents de sécurité. C'est précisément pour cette raison que j'ai exigé du fonds d'investissement que tous les accords contractuels ne soient ratifiés qu'après les discours et le toast. C'est pour cela que mon équipe juridique patientait sagement dans le hall de l'hôtel. C'est pour cela que la notaire avait reçu des instructions strictes. Elle ne devait intervenir que si, et seulement si, vous tentiez d'utiliser ma grossesse comme levier de chantage devant témoins. Aliénor aspira une grande bouffée d'air, comme si elle suffoquait. Alors, tout ceci n'était qu'un odieux guet-apens, allaita-t-elle. Non, ai-je rectifié, implacable. C'était une opportunité, c'est vous, et vous seul, qui avez choisi de tomber dedans à pieds joints. Ma répartie trancha l'air de la salle de réception comme un couperet de guillotine. Domitille, perdant totalement les pédales, tenta de raviver le scandale mondain pour sauver la face. Mais de toute façon, elle porte le bâtard de Dieu sait qui, hurla-t-elle au bord de l'hystérie. Mon frère n'a absolument aucune obligation légale de subvenir aux besoins de ce misérable enfant si elle a été courir les. Domitille, ferme-la, aboya Enguerrand, terrorisé par les conséquences, mais le mal était fait. Sans aucune hâte, j'ai ouvert un second dossier que m'a tendu l'assistant juridique. Celui-ci n'avait rien à voir avec des statuts d'entreprise ou de la haute finance. C'était un dossier médical scellé. Je l'ai déposé au centre de la table. J'ai ensuite sorti de ma poche un cliché d'échographie fœtale, soigneusement plastifié. Le vin de ma robe avait goûté sur le bord de la table, frôlant le plastique, mais sans jamais réussir à souiller l'image de mon bébé. C'était la 2e pièce maîtresse de cette soirée théâtrale. Mon enfant, qu'ils avaient voulu transformer en injure, leur revenait en pleine face comme une condamnation irréfutable. Résultat immédiat, ai-je dicté, reprenant la formule de mon avocat. Premier point, Enguerrand est biologiquement le père de cet enfant à naître. Deuxième point, Olympe n'est absolument pas enceinte, contrairement à ce qu'elle laisse sous-entendre à qui veut l'entendre dans le tout Paris. Troisième point, la somme colossale qui a servi à payer cette bague en diamants obscènes provient d'un virement illicite effectué depuis le compte d'exploitation de votre entreprise. Et ce virement a été émis 3 jours exactement après qu'Enguerrand m'a supplié en pleurs de vendre ma propre voiture personnelle, soi-disant, pour pouvoir payer les salaires des ouvriers de la manufacture. Olympe porta instinctivement la main à son décolleté, terrifiée. L'énorme diamant étincela une fois de plus, mais soudain, aux yeux de l'Assemblée, il ne ressemblait plus du tout à un trophée d'amour. Il ressemblait à une étiquette de prix
à la preuve tangible d'un détournement de fonds puni par la loi pénale. Au fond de la salle, un directeur d'agence bancaire rangea précipitamment son téléphone. Un riche investisseur se pencha pour chuchoter d'un air dégoûté à l'oreille de son épouse. L'amusement malsain qui régnait au début de la soirée avait laissé place à un malaise poisseux et à un jugement sévère. Enguerrand fit un pas vers le dossier de la clinique, le visage couvert de sueur froide. « Mais, c'est de l'ordre du secret médical, c'est privé, » balbutia-t-il, pitoyable. « Le caractère privé de ma grossesse a cessé d'exister à la seconde même où ta mère a vidé son verre de vin sur mon ventre, et à l'instant où tu as eu l'audace de me demander de renoncer à l'héritage légal de mon propre fils devant l'ensemble de tes partenaires commerciaux, ai-je asséné. Je n'avais même pas besoin de hausser le ton. L'acoustique du silence était parfaite. Le docteur Vasseur désigna de la main les documents certifiés. Ce test de paternité prénatale non invasif a été formellement exigé et financé par Madame de Vaudémont, suite à des menaces réitérées concernant la légitimité du nom de famille de son futur enfant. L'ensemble des résultats ont été dûment authentifiés par un laboratoire agréé par l'État et remis en main propre par voie légale. Enguerrand regarda autour de lui, les yeux affolés, tel un animal traqué. Il cherchait désespérément un appui, un regard complice, un allié parmi ces mêmes hommes de la haute bourgeoisie qui, quelques minutes plus tôt, riaient grassement de mon humiliation. Pas un seul de ces hommes ne soutint son regard. Ils détournèrent tous les yeux. Pendant ce temps, Olympe tentait désespérément de retirer son énorme bague de fiançailles, avec la discrétion d'une voleuse prise en flagrant délit. Je l'avais vu faire. « Ne perds pas ton temps à essayer de la cacher, Olympe, lui ai-je dit froidement. La main de la maîtresse se figea en l'air. Cette bague reste ici ce soir. Elle va atterrir sur cette table. Tu n'as pas le droit de me confisquer mes effets personnels, piola-t-elle, sa voix se brisant dans les aigus. Ce bijou n'est pas le vôtre, ai-je répliqué, implacable. C'est la preuve matérielle d'un détournement de biens sociaux et d'abus de confiance. Maître de la Roche sortit de sa précieuse mallette un petit sac de scellé transparent. Non pas comme le ferait un vulgaire inspecteur de police, mais avec l'élégance sadique d'un avocat d'affaires qui maîtrise l'art de l'anéantissement en col blanc. Olympe se tourna vers Enguerrand, les yeux implorants, persuadé que son chevalier servant, son riche amant, volerait à son secours pour la défendre. Mais Enguerrand recula d'un demi-pas. Ce minuscule mouvement de recul. Ce fut l'instant exact, l'épiphanie pathétique, où Olympe comprit enfin quel était son véritable rôle dans la vie de cet homme. Elle n'était pas la grande passion de sa vie. Elle n'était pas la future châtelaine élue de son cœur. Elle n'était qu'un centre de coût, une ligne comptable compromettante, le tout premier fusible qu'il allait faire sauter pour tenter de sauver sa propre peau. Enguerrand, supplia Olympe, la voix brisée par la réalisation de sa propre stupidité. Il refusa de croiser son regard. Il fixait obstinément le sol en marbre. Je n'ai jamais autorisé cet achat faramineux, murmura-t-il, la couardise suintant de chacun de ses pores. Olympe ouvrit la bouche, suffoquée par l'horreur de la trahison. La salle entière retint son souffle et écouta le bruit doux, presque obscène, de la monture en platine frottant contre la phalange de la jeune femme. Ses doigts étaient devenus tellement moites par la peur qu'elle dut tirer fort pour l'extraire. Finalement, la bague hors de prix glissa et tomba sur le sous-main argenté dans un petit cliquetis misérable. C'était le son d'une maîtresse de luxe redevenant subitement une simple facture impayée. Aliénor ferma les paupières, vaincue. Ses épaules s'affaissèrent. « Séraphine » murmura-t-elle. C'était la toute première fois de la soirée qu'elle prononçait mon prénom sans cracher ou vociférer. « Je t'en prie. Nous pouvons aller discuter de tout cela de manière civilisée, dans un salon privé. » Et voilà. La supplique déguisée sous les dehors des bonnes manières, l'ultime tentative de balayer la crasse sous les somptueux tapis persans. Je me suis approché d'elle, lentement, juste assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur âcre du vin qui séchait sur la soie de ma robe de créateur abîmée, juste assez près pour qu'elle voie comment mes doigts restaient obstinément crispés en un bouclier protecteur au-dessus du cœur battant de mon bébé. Je ne suis pas venue ce soir pour mendier une place à la table de votre illustre famille, Aliénor, lui ai-je soufflé d'une voix glacée qui trancha l'air de la pièce. Je suis venue pour décider si, demain matin, votre prestigieux nom de famille existera encore sur les registres du tribunal de commerce. Personne, absolument personne dans la salle ne respira pendant 2 longues secondes. C'était ma phrase, celle que je m'étais répétée, inlassablement, dans le silence de ma chambre d'amis, l'attendant pour le jour précis où cette femme cesserait enfin de se comporter comme une monarque absolue pour réaliser qu'elle n'était qu'une mendiante en robe de haute couture. Domitille, les jambes tremblantes, se laissa retomber lourdement sur sa chaise.
Sa coupe de champagne pleine à ras-bord trônait devant elle, mais la main de la belle-sœur tremblait avec une telle violence que les bulles d'or débordaient, dessinant des cercles humides sur le lin de la table. Aliénor, désespérée, tourna les yeux vers l'avocat, maître de la Roche. « Que voulez-vous, au juste » gémit-elle. « Non, l'ai-je reprise sèchement. Ne demandez pas ce que nous voulons. Contentez-vous d'écouter ce qui vient déjà de se produire dans votre dos. » J'ai saisi le document officiel scellé, dont le coin inférieur était désormais imprégné de vin rouge, et je l'ai glissé au centre exact de la table d'honneur. La notaire tira de son attaché, case une minuscule lampe de lecture portative, dont elle dirigea le faisceau cru directement sur l'entête du papier notarié, afin que les convives les plus proches, et les caméras, puissent lire clairement les lettres en gras, révocation préventive de l'accord de fusion-acquisition et mise sous séquestre. Les mots étaient d'une froideur administrative absolue, mais leur effet était cataclysmique. L'hôtel particulier familial situé à Neuilly-sur-Seine est placé, dès 7 heures, sous enquête pour suspicion de financement par détournement de fonds sociaux, déclina Maître de la Roche de sa voix grave. L'intégralité des cartes bancaires professionnelles reliées à la direction générale sont révoquées et bloquées par l'établissement bancaire. Tous les flux financiers, ainsi que les transferts en capitaux vers des comptes domiciliés au nom de tiers, notamment ceux au bénéfice de Mademoiselle Olympe Chevalier ici présente, font l'objet d'un signalement immédiat à la brigade financière et à Tracfin. Le protocole de fusion ne sera pas ratifié ce soir. Et je précise, à toutes fins utiles, que toute tentative physique ou morale d'expulser Madame Séraphine de Vaudémont de ce salon sera ajoutée au dossier d'instruction pénale comme circonstance aggravante pour séquestration et intimidation sur une femme enceinte, qui s'avère par ailleurs être la représentante légale majoritaire du fonds d'investissement. Les effets de cette déclaration de guerre totale furent visibles instantanément, comme des dominos qui s'effondrent l'un après l'autre. Le directeur administratif et financier du groupe Vaudémont s'extirpa en panique de la foule, son téléphone vissé à l'oreille, tentant frénétiquement de joindre le directeur de sa banque d'affaires. 2 gros fournisseurs italiens, comprenant que les caisses étaient définitivement vides, rangèrent leurs épais dossiers dans leurs porte-documents et s'éclipsèrent. Le photographe officiel de l'événement baissa piteusement son lourd appareil photo. Un serveur en gilet noir s'approcha discrètement de la table d'honneur pour retirer prudemment la bouteille de vin entamée, celle-là même qu'Aliénor avait songé utiliser comme une arme. Enguerrand, totalement hors de lui, perdit la raison et m'agrippa brutalement par l'avant-bras. Pas avec une force inouïe, non, mais avec juste ce qu'il fallait de fermeté pour simuler une fausse intimité d'époux protecteur tout en me faisant physiquement mal. Juste assez pour que ses doigts s'enfoncent dans ma chair et que je ressente la pression de sa panique. « Séraphine, je t'en conjure » murmura-t-il, la voix altérée par une terreur enfantine. « Tu n'as aucune idée des conséquences de ce que tu es en train de détruire. » J'ai baissé les yeux sur sa main d'homme privilégié en serrant mon bras abîmé. « Docteur Vasseur » l'ai-je interpellé sans la moindre émotion. « Veuillez consigner au rapport médical ce contact physique coercitif et non consenti. » Enguerrand me lâcha instantanément le bras, comme si ma peau était devenue de la braise incandescente. Le docteur Vasseur ne discuta pas une seule seconde. Il hocha la tête solennellement et griffonna une ligne sur son bloc d'ordonnance, le bruit de son stylo résonnant lugubrement dans le silence mortel de la salle. Enguerrand leva les 2 mains en l'air, prenant la salle à témoin de son désespoir de mari bafoué. « Mais enfin, c'est grotesque, c'est absurde, c'est la femme que j'ai épousée, j'ai tout de même le droit de lui adresser la parole. »« Tu avais ce droit, » ai-je rétorqué, impitoyable. « Tu l'as eu pendant 3 mois entiers. Mais durant ces 3 mois, tu as délibérément choisi de n'adresser la parole qu'à ta maîtresse Olympe, à ta mère hystérique et à tes avocats véreux, dans l'unique but d'élaborer un plan pour laisser mon fils, sans la moindre protection financière, le dépouiller de son patrimoine et me jeter à la rue le lendemain de mon accouchement. » Olympe releva brusquement le visage, le mascara coulant le long de ses pommettes. Dans un élan de bêtise crasse, elle tenta de me mordre. « Parce que tu te prends pour une sainte martyre, toi, peut-être » cracha-t-elle, les larmes de rage embuant ses yeux. « Non » ai-je répondu avec un sang-froid qui la terrifia. « Je ne suis pas une sainte. Je suis simplement l'épouse qui prenait la peine d'éplucher en détail les relevés bancaires. » De la petite poche intérieure de mon sac à main, j'ai extirpé une minuscule clé USB dorée. Avec la lenteur d'un bourreau posant la tête du condamné sur le billot, je l'ai déposée sur le sous-main argenté, exactement à côté de sa bague en diamant abandonnée. C'était là le 3e et avant-dernier coup de grâce de ma démonstration. Dans ce support de données, ai-je annoncé à voix haute pour que chaque membre du conseil d'administration m'entende parfaitement,
se trouve l'intégralité des captures d'écran des messages privés dans lesquels Enguerrand te promet solennellement qu'il mettra le titre de propriété de la demeure familiale de Neuilly à ton nom, et ce, dès le lendemain de la signature de ma renonciation. S'y trouvent également les factures de l'hôtel Danieli à Venise, les virements offshore, ainsi que les enregistrements des appels téléphoniques de ma chère belle-mère, Aliénor. Des appels où elle ordonne à son notaire complaisant de rédiger une clause illégale m'obligeant à déclarer par écrit que mon bébé ne ferait jamais valoir ses droits sur les parts de la holding familiale. Je me suis tournée lentement vers ma belle-sœur, qui était devenue d'une pâleur cadavérique. Sans oublier, ai-je ajouté, savourant chaque syllabe, le petit enregistrement sonore qui date de 2 semaines. Ce charmant moment passé au téléphone, où Domitille affirmait avec certitude que si on terrorisait suffisamment la poule pondeuse, je signerais n'importe quel torchon juridique pour ne pas avoir à accoucher toute seule dans l'angoisse. Domitille se leva d'un bond si brusque que ses genoux heurtèrent violemment le lourd guéridon, et sa chaise à médaillon bascula en arrière pour s'écraser sur le marbre dans un fracas épouvantable. L'impact brutal fit sursauter plusieurs grands patrons au premier rang. « C'est une abomination. C'est un tissu de mensonges. Je n'ai jamais dit une ignominie pareille » hurla Domitille, la voix cassée par la panique de voir sa réputation mondaine pulvérisée. Sans un mot, j'ai effleuré du doigt l'écran tactile de mon smartphone posé sur la table. L'enregistrement se lança instantanément. La voix hautaine, venimeuse et parfaitement reconnaissable de Domitille résonna dans les haut-parleurs, d'une limpidité cruelle, amplifiée par l'acoustique majestueuse du salon de l'hôtel. « Écoute, mère, c'est très simple. Une femme enceinte et terrorisée, ça signe absolument tout ce qu'on lui met sous le nez. Si on parvient à persuader cette bécasse de Séraphine qu'Enguerrand va l'abandonner à la porte de la maternité de la Muette sans même payer les frais d'hospitalisation, je te garantis qu'elle nous cède tout, même l'usage du nom de famille de son foutu bâtard. » Le silence de plomb qui s'abattit sur la réception mondaine à la fin de cette note vocale était d'une toute autre nature. Ce n'était plus le silence gêné du scandale mondain, ni le frisson d'un ragot croustillant. C'était un silence lourd de dégoût. Le véritable mépris, la répugnance physique pure. Même les banquiers les plus cyniques de la salle détournèrent les yeux de la table d'honneur avec une grimace de profond dédain. Domitille devint livide, de la couleur de la cendre froide. Ses lèvres maquillées s'ouvrirent et se fermèrent frénétiquement, comme un poisson hors de l'eau, mais aucune syllabe de défense ne parvint à franchir sa gorge nouée. Aliénor, la grande matriarche, brisée de l'intérieur, laissa échapper un murmure pitoyable. « Coupe ça, coupe cet appareil, je t'en supplie. » Elle ne me donnait plus d'ordre arrogant. Elle implorait ma pitié. J'ai volontairement laissé tourner la bande magnétique 3 longues secondes supplémentaires, juste le temps nécessaire pour que toute l'assemblée puisse entendre clairement le rire complice et cruel d'Aliénor en fond sonore sur l'enregistrement. Puis, d'une pression légère, j'ai éteint le téléphone. À présent, ai-je déclaré en lissant le tissu de ma robe, si nous parlions véritablement des valeurs de la famille, Enguerrand passa nerveusement une main tremblante dans ses cheveux d'ordinaire si bien coiffés par son barbier de l'avenue Montaigne. La perfection lisse de son image s'effritait à vue d'œil. Pour la toute première fois de la soirée, il apparaissait sous son véritable jour, non pas le jeune et brillant héritier à la tête d'un empire du luxe, mais un petit garçon pourri gâté qui avait bâti une escroquerie pitoyable dont les fondations venaient de s'effondrer sous le poids de leurs coûts faramineux. Mère n'était pas au courant de tous les détails comptables, lâcha misérablement Enguerrand en se tournant vers l'assemblée pour tenter de sauver les meubles. Il pivota ensuite brusquement vers Olympe, les yeux fous. « Pardonne-moi. C'est moi qui ai manipulé les comptes d'exploitation, cracha-t-il, les mots s'enchaînant à une vitesse vertigineuse dans un flot de panique incontrôlable. C'est moi qui ai séduit Olympe. C'est moi seul qui ai acheté la bague chez le joaillier. Mais ce n'était que temporaire, je le jure. J'avais fermement l'intention de rembourser l'intégralité de la somme à la trésorerie de l'entreprise dès que le fonds d'investissement de Séraphine aurait injecté les capitaux de la fusion. » Olympe laissa échapper un rire hystérique, un son brisé et monstrueux. « Temporaire » hurla-t-elle, les larmes noires de maquillage ruinant son visage de poupée. « Je n'étais qu'un prêt relais, j'étais un putain d'investissement temporaire ?» Enguerrand, lâche jusqu'à la moelle, ne daigna même pas lui répondre. Il lui tournait le dos. La spirale de l'humiliation venait de changer radicalement de cible. Quelques minutes auparavant, le tout Paris fixait ma robe maculée de vin et chuchotait sur ma condition de roturière. À présent, il dévorait des yeux cette femme en robe rouge sang qui se débattait pathétiquement pour tenter d'arracher l'étiquette de fille vénale qui venait de lui être collée sur le front. Ivre de rage,
Olympe saisit la bague en diamant qui reposait sur le sous-main, et d'un geste d'une violence inouïe, elle la lança directement à la figure d'Enguerrand. Le lourd bijou rebondit contre la poitrine de son costume en alpaga, avec un bruit sourd avant de rouler au sol. « Tu m'avais promis que l'empire familial t'appartenait déjà !» hurla la maîtresse, au mépris de toutes les convenances. « Ferme ta gueule, pauvre fille !» cracha Enguerrand, les veines de son cou saillantes de rage. « Tu m'avais garanti que ta harpie de femme allait disparaître de la circulation avec son chèque sitôt après l'accouchement, » continua-t-elle de vociférer. Le majestueux salon de l'hôtel Meurice absorba cette ultime révélation comme une gifle en plein visage. Le déshonneur de la prestigieuse famille de Vaudémont était désormais total, irréversible, consommé publiquement. Sous la soie mouillée de ma robe, j'ai senti mon bébé s'agiter vigoureusement une nouvelle fois. Ce n'était pas un spasme de douleur. C'était un petit coup de pied interne, ferme et régulier, presque complice. Comme si mon fils à naître avait, lui aussi, voulu marquer de son empreinte l'instant exact de notre vengeance. Aliénor, le teint livide, porta une main tremblante à sa bouche, étouffant un haut le cœur. « Enguerrand, mon Dieu !» gémit-elle. Je me suis tournée vers la notaire, imperturbable. « Maître Dubois, veuillez acter les menaces d'abandon et les préméditations d'escroquerie au jugement de divorce qui viennent d'être vociférées. » La notaire, dont le stylo volait sur son carnet à souche officielle, releva la tête. « C'est acté et consigné, madame. » Enguerrand pivota brutalement vers moi, les yeux fous d'effroi, réalisant soudainement la portée juridique colossale des hurlements de sa maîtresse. « Séraphine, Séraphine, je te jure sur ma vie que je n'ai jamais eu l'intention de mettre ce plan à exécution. Je ne le pensais pas. Ce n'est pas à moi que tu as fait ces promesses sordides, Enguerrand, ai-je répondu avec le ton plat d'une employée de banque refusant un découvert. C'est à elle que tu les as faites. Et cette jeune femme vient tout juste de l'exposer à la face du monde, devant l'intégralité de tes partenaires financiers, tes créanciers, et devant un officier ministériel de la République française. » Olympe sembla réaliser, avec quelques précieuses minutes de retard, que dans son accès de colère hystérique, elle venait de sceller sa propre condamnation pénale en avouant sa complicité de fraude. « Mais, je l'ignorais, je vous jure que j'ignorais qu'il puisait dans les comptes de la société de manière frauduleuse, » pleurnicha-t-elle en reculant. Maître de la Roche haussa un sourcil broussailleux avec une incrédulité théâtrale. Pour appuyer le coup, j'ai tiré du dossier une photographie imprimée en haute résolution et je l'ai plaquée sur la table. On y voyait très distinctement Olympe, hilar, sortant de la boutique d'un célèbre joaillier de la place Vendôme au bras d'Enguerrand, les mains chargées de paquets. Mais ce qui importait, c'était le verso. Fixé par un trombone, on y trouvait la copie carbone de la facture d'achat faramineuse, libellée au nom d'une société écran affiliée au groupe Vaudémont. Vous ignoriez qu'il pilait la trésorerie de l'entreprise familiale Olympe ? Ai-je fait mine de m'étonner. Pourtant, votre signature, dûment authentifiée par graphologue, figure en bas du formulaire vous désignant comme l'unique bénéficiaire d'une carte de crédit American Express professionnelle de type Platinum, rattachée au compte des frais généraux de ladite entreprise. Démasqué, acculé, Olympe plaqua ses deux mains sur son visage ravagé. Les restes de son maquillage onéreux s'effritèrent, dévoilant sans phare la terreur panique et crasse d'une femme cupide qui réalise soudainement qu'elle devra affronter les juges d'instruction de la section financière, seule et sans le moindre centime pour payer un avocat. C'est à cet instant précis qu'Aliénor de Vaudémont, l'héritière si fière, s'approcha de moi. Elle ne marchait plus avec cette démarche altière et conquérante de reine de Paris qui la caractérisait au début de la soirée. Elle avançait à petits pas misérables, avec la prudence d'un spectre errant à travers les décombres fumants de son propre empire ruiné, terrorisé à l'idée de faire le moindre bruit. « Séraphine !» murmura-t-elle d'une voix chevrotante, si basse que moi seule et l'avocat pouvions l'entendre. « Je t'en prie, pour l'amour du ciel, pense à la santé de ton bébé. Tout ce cirque médiatique et ce scandale terrifiant vont finir par l'affecter gravement in utero. » Je l'ai jaugé en silence. Un silence long, pesant, insoutenable. J'ai pris le temps de détailler la panique qui dévorait ses yeux fardés. « C'est amusant, » ai-je enfin articulé avec la froideur d'une lame de rasoir. « C'est exactement à mon bébé que je pensais, il y a 20 minutes, quand vous avez cruellement cherché à le dépouiller de sa filiation, de sa sécurité et de son droit le plus élémentaire à porter son propre nom. » Aliénor baissa les yeux vers la nappe tachée, incapable de soutenir mon regard. « Nous pouvons le reconnaître. » De manière tout à fait officielle, balbutia-t-elle avec l'énergie du désespoir. Le nom de Vaudémont lui reviendra de droit, je m'y engage sur l'honneur. Et pour l'argent de la bague de cette fille, nous te rembourserons chaque centime rubis sur l'ongle.
Ah oui, ai-je souri sans aucune joie. Avec quel argent, belle maman? Pas après que la maîtresse s'est pavanée avec le fruit de mon labeur au doigt. Et surtout pas après que votre merveilleuse fille Domitille a joyeusement théorisé, devant vos rires complices, le fait qu'une femme enceinte terrorisée est une proie facile qui signe l'abandon de ses droits. Aliénor ferma douloureusement les yeux, une larme solitaire traçant un sillon dans sa poudre de riz. Par pitié, arrête-toi là. Sa voix implorante était si faible qu'elle dépassait à peine le chuchotement, une prière murmurée à l'oreille de son bourreau. Mais les caméras des smartphones des journalistes présents continuaient de tourner, implacables, enregistrant la chute de la maison Vaudémont. Dans le monde clos de la haute bourgeoisie d'Aliénor, la honte privée, celle des dettes dissimulées et des maîtresses de l'ombre, était supportable. La honte publique et le déclassement au grand jour, en revanche, étaient une sentence de mort sociale. Non, ai-je répliqué la voix ferme. C'est vous, et vous seul, qui avez décidé d'ouvrir les hostilités en me jetant ce verre de vin en pleine figure. Moi, je me contente de sonner la fin de la récréation avec des documents juridiques blindés. D'un signe de tête sec, j'ai intimé à Maître de la Roche de sortir l'ultime feuillet de son imposant dossier. Madame Séraphine de Vaudémont daigne toutefois proposer une porte de sortie hautement conditionnelle à la direction, annonça le ténor du barreau. À l'entente du mot sortie, Enguerrand releva brusquement la tête, les yeux écarquillés, tel un naufragé assoiffé, apercevant une gourde d'eau douce. Une sortie, haleta-t-il, un espoir pathétique ravageant ses traits. J'ai hoché la tête avec gravité. Oui, une porte de sortie et de survie économique pour les employés de la manufacture. Pas pour vous. La brutalité de la nuance s'abattit sur lui comme une tonne de briques. Le fonds d'investissement L'Aube se substitue aux dirigeants et assumera à titre temporaire, sur ses propres deniers, l'intégralité du paiement des salaires des ouvriers et de la masse salariale durant toute la durée incompressible de l'audit de sécurité, déclara solennellement Maître de la Roche. Les fournisseurs vitaux à la survie de la marque seront désintéressés et payés directement par le trust, sans passer par la holding familiale. La chaîne de production des ateliers et l'activité commerciale du groupe Vaudémont ne subiront aucune interruption. En revanche, les membres de la famille de Vaudémont sont révoqués de tout leur mandat et se voient interdire l'accès aux locaux de l'entreprise. Ils sont dépouillés de tout pouvoir décisionnel ou administratif, le temps que la justice se prononce sur les détournements de capitaux massifs, les manœuvres d'extorsion de fonds sous contrainte patrimoniale et l'usage gravement abusif des ressources sociales de l'entreprise. Dans le silence solennel qui suivit cette proclamation de destitution absolue, un son inattendu s'éleva. Un applaudissement isolé, presque timide, éclata depuis une petite table située sur le côté gauche de la salle. Ce n'était pas un tonnerre de bravo. C'était le claquement de mains secs d'un directeur d'atelier exaspéré qui voyait enfin la tyrannie de l'incompétence s'effondrer. Ce simple applaudissement suffit à briser la glace. Quelques secondes plus tard, un second employé de l'entreprise, un cadre intermédiaire, se mit à applaudir à son tour. Puis, ce fut le tour d'une jeune femme responsable de la comptabilité analytique de joindre ses mains. Enfin, près des immenses portes de la cuisine, un membre du personnel traiteur en tablier blanc frappa vigoureusement dans ses mains. Le bruit grandit lentement, comme une marée montante. Inconfortable, hésitant lors des premières secondes, il se mua rapidement en une salve d'applaudissements nourris et vengeurs, un chœur de soulagement poussé par les petites mains de l'entreprise qui subissait depuis des années l'arrogance féroce de cette famille sans scrupules. Aliénor balaya l'immense salon du regard, les yeux exorbités par la fureur et l'horreur. Les gens applaudissaient sa destitution. Non pas parce que son précieux empire du luxe était finalement sauvé de la faillite, mais parce qu'il allait être sauvé sans elle et sans son incompétent de fils. Enguerrand, hurlant pour couvrir le bruit humiliant des ovations, tenta une ultime approche. « Séraphine, bon sang, nous sommes mariés devant Dieu et devant la loi. Tu ne peux légalement pas me faire ça, je suis ton époux. » Je ne le suis plus, Enguerrand. Jeudi soir à Paris, et la sentence était irrévocable. J'ai plongé la main dans mon sac de créateur et j'en ai ressorti le stylo plume. Le fameux Mont Blanc, celui-là même qu'Enguerrand avait fait glisser avec tant de condescendance vers moi quelques dizaines de minutes plus tôt, celui avec lequel il espérait secrètement que je signe la renonciation de ma propre dignité et la spoliation de l'héritage de notre enfant. Je l'ai pris fermement entre mes doigts, la main d'une stabilité absolue, et j'ai apposé ma signature stylisée, avec lenteur et majesté, au bas d'un document officiel vierge de toute tâche, sous le regard attentif et complice de la notaire, Maître Dubois. Enguerrand s'élança d'un pas désespéré, se penchant au-dessus du cordon de sécurité imaginaire. Qu'est-ce que tu es en train de signer, là, tout de suite ?
Ma requête introductive en procédure de séparation judiciaire d'urgence, couplée à une demande immédiate de mesures de protection patrimoniale conservatoire pour l'avenir financier de mon fils, lui ai-je répondu, chaque syllabe cinglant comme un coup de fouet. Je n'ai pas prononcé le mot « divorce » pour faute lourde, même si la procédure s'orienterait vers cela. Je n'ai pas utilisé de termes procéduraux alambiqués comme la saisie de l'usufruit ou le référé suspension. J'ai simplement prononcé les mots que son esprit primitif d'héritier dépouillé pouvait assimiler en temps réel. Pour faire simple, Enguerrand, à compter de cet instant très précis, tu as interdiction formelle de vendre la propriété de Neuilly, tu n'as plus le droit de toucher un seul centime sur nos comptes bancaires communs bloqués, et tu ne possèdes plus la moindre autorité pour prendre une quelconque décision concernant le nom, la garde ou la vie de mon bébé, sans devoir t'agenouiller devant la puissance d'un juge aux affaires familiales. Enguerrand devint d'une pâleur effrayante, la couleur se vidant totalement de son visage. Le luxueux stylo-plume demeurait coincé entre mon index et mon majeur. Le métal brillant du capuchon présentait une légère traînée rouge grenat, un résidu poisseux du vin séché que la table n'avait pas complètement bu. Je l'ai très légèrement brandi dans sa direction. Tu as cru être malin en tentant de m'obliger à signer l'arrêt de mort de mon avenir et ma renonciation à l'Empire, avec cette plume précise, ai-je murmuré, le regard planté dans le sien. En fin de compte, avec cette même plume, j'aurais signé la fin de tes privilèges, l'effondrement de ton nom et l'établissement de tes limites judiciaires. À cet instant précis, le directeur administratif et financier de l'entreprise fit irruption à nouveau dans la salle de bal, le teint blafard, son téléphone portable tremblant de manière convulsive dans le creux de sa main. « Monsieur de Vaudémont » balbutia le cadre supérieur, la voix altérée par le choc, s'adressant à Enguerrand sans même daigner le regarder dans les yeux. Le siège central de la banque d'affaires vient tout juste de me confirmer la procédure. L'ensemble des comptes de transit de l'entreprise et vos cartes personnelles de frais professionnels sont officiellement verrouillés par l'autorité de marché. Les lignes de crédit sont coupées. Le son rauque qui s'échappa de la gorge d'Aliénor ne s'apparentait nullement à un cri de rage, ni à un sanglot de désespoir. C'était 1000 fois pire. C'était un râle d'agonie, une respiration microscopique et brisée, le souffle arraché d'une matriarche qui comprend soudain que l'air mondain et l'oxygène du pouvoir exclusif ne lui appartiendront plus jamais. Domitille, épuisé par la terreur de la banqueroute, se laissa mollement glisser sur sa chaise Louis XVI et commença à pleurer, un pleur silencieux et misérable de petite fille effrayée par le noir. Olympe, quant à elle, renonçant définitivement à toute dignité et à toute illusion de grandeur, se pencha pour ramasser son sac à main de couturier, tentant de fuir le navire en perdition en se faisant la plus petite possible. Mais Maître Dubois, la notaire à l'œil d'aigle, l'immobilisa sur place d'un simple froncement de sourcils autoritaire. « Mademoiselle Chevalier, je vous déconseille très fortement de soustraire du périmètre de la table le moindre objet mobilier financé, avec des fonds dont la provenance douteuse fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. » Olympe, résignée et pitoyable, reposa son somptueux sac de marque sur la chaise de velours avec une lenteur accablée, comme s'il pesait une tonne de plomb. Enguerrand tourna un regard rempli d'une haine viscérale vers sa propre mère. « Tu l'avais juré, tu avais assuré devant toute la famille qu'elle ne détenait aucun pouvoir réel, que ce n'était qu'une idiote manipulable. » Aliénor lui rendit un regard d'un mépris tout aussi féroce. « Et toi, pauvre cloche, tu m'avais solennellement garanti que tu la tenais totalement sous ton contrôle de mâle dominant et qu'elle signerait comme un petit chien soumis. » Cet échange venimeux acheva de les détruire aux yeux du monde. Il n'y avait même plus besoin que je rajoute le moindre commentaire, la moindre insulte. La prétendue illustre famille de Vaudémont, celle-là même qui, au début de la soirée, m'avait qualifiée d'opportuniste sans éducation, d'usurpatrice, de parvenue, s'entre-dévorait à présent en direct, sous la lumière crue des lustres de l'hôtel Le Meurice, s'entre-déchirant comme une meute de hyènes affamées devant la crème de la société parisienne, leurs propres invités d'honneur. Je me suis alors tournée avec douceur vers le jeune maître d'hôtel qui, tremblant comme une feuille, tenait toujours la grande serviette de table d'un blanc immaculé qu'il m'avait proposé plus tôt. « Maintenant, oui, lui ai-je dit d'une voix apaisée, douce comme le miel. Si vous le permettez. » Le jeune homme en livrée m'a tendu la serviette avec des mains moites. Je n'ai pas utilisé le linge luxueux pour éponger la robe de soie blanche collée à mon ventre. Non, j'ai utilisé le tissu immaculé pour essuyer, avec une précaution maternelle infinie, les quelques gouttes de grand cru qui avaient failli atteindre la photographie de la première échographie de mon bébé. Ce geste simple, intime, presque sacré, poussa de nombreuses personnes dans l'assemblée à baisser les yeux, rongées par une culpabilité soudaine. L'humiliation poisseuse du vin sur mes vêtements de grossesse pouvait bien attendre. Mon fils, lui,
n'avait absolument pas à supporter, ne serait-ce qu'une milliseconde, ne serait-ce qu'une seule goutte, le poids nauséabond de la bassesse et de la honte de la famille de son père biologique. Le docteur Vasseur, mon obstétricien dévoué, s'approcha de moi avec inquiétude, sortant de sa mallette un tensiomètre manuel. « Séraphine, il est plus que temps. Nous devons impérativement contrôler votre tension artérielle. Cet épisode a été beaucoup trop violent pour votre état. »« Oui, docteur », ai-je murmuré en refermant délicatement mon sac sur le cliché du bébé. J'ai terminé ce que j'avais à faire ici. À cet instant précis, Aliénor, dans un ultime sursaut de folie ou de survie, m'attrapa brutalement par le poignet. Son mouvement fut fulgurant, désespéré, dicté par la terreur de la ruine imminente. « Ne t'en va pas ainsi, Séraphine, je t'en conjure, » chuchota-t-elle, son haleine chargée de champagne et de peur venant mourir sur mon visage. « Nous pouvons encore tout réparer, tout annuler. Je suis prête à te demander pardon, à genoux s'il le faut, publiquement, devant absolument tout le monde dans ce salon. » J'ai baissé les yeux vers ses doigts osseux et glacés, ornés de lourds solitaires, qui crispaient la peau de mon poignet. Elle retira sa main, foudroyée, avant même que je n'aie besoin d'ordonner à son fils ou à la sécurité de le faire. Je n'ai que faire d'une misérable excuse publique pour réintégrer les rangs d'une famille qui, fondamentalement, m'a toujours détesté, lui ai-je répondu avec une tranquillité mortelle. La seule chose dont j'ai impérieusement besoin, c'est de m'assurer que mon fils viendra au monde le plus loin possible de cette table empoisonnée et de votre toxicité. Enguerrand tenta une dernière manœuvre, faisant un pas hésitant vers moi. Pour la première fois depuis des années, depuis que je l'avais rencontré, il n'avait plus du tout l'allure d'un époux confiant, ni d'un brillant chef d'entreprise figurant dans les magazines économiques, ni d'un richissime héritier. Il avait simplement l'air d'un petit garçon capricieux, gâté et pleurnichard à qui la maîtresse d'école venait d'arracher l'estrade et la scène. « Et moi, dans tout ça ?» demanda-t-il, la lèvre inférieure légèrement tremblante. « Séraphine, et moi ?» Je l'ai jaugé, droit dans les yeux, sans la moindre once de haine. Aucune colère, aucune tristesse, rien qu'un vide abyssal. Et c'est cette absence totale d'émotion qui l'a détruit plus que n'importe quelle injure. « Toi » ai-je répété avec douceur. « Toi, dans les semaines à venir, tu vas apprendre à la dure quelle est la différence abyssale entre le fait de posséder un prestigieux nom de famille sur un registre d'état civil et le fait d'avoir une once d'honneur. » Olympe, relégué au rang de dommage collatéral, sanglotait pitoyablement dans un coin de la table, la tête rentrée dans les épaules. Domitille, tétanisée, ne faisait même pas mine de la consoler. Aliénor, figée telle une statue de celle de l'Ancien Testament, refusait de croiser le regard de quiconque. Enguerrand ouvrit de nouveau la bouche pour tenter de plaider sa cause, mais il fut incapable de formuler une phrase cohérente qui ne l'enfoncerait pas un peu plus dans le ridicule et l'infamie. Maître de la Roche, impeccable et froid comme un couperet, rassembla méthodiquement ses épais dossiers gris et les glissa dans sa serviette en cuir de Cordoue. La notaire, maître du bois, rangea délicatement ses précieux actes notariés scellés, claquant les serrures dorées de sa mallette avec une précision satisfaisante. Le docteur Vasseur me proposa galamment le creux de son bras, mais je ne m'y suis pas appuyé dans la seconde. Avant de partir, je devais rassembler mes armes. D'un geste d'une lenteur royale, j'ai récupéré l'enveloppe blanche désormais inutile, puis le cliché noir et blanc de l'échographie, et enfin, le stylo plume de marque, le fameux Mont Blanc au capuchon discrètement souillé de rouge. 3 objets singuliers. Le premier symbolisait la préméditation de mon humiliation. Le deuxième incarnait la survie de mon fils. Le troisième matérialisait l'absolue fermeté de ma décision. J'ai entamé la longue marche vers les majestueuses doubles portes de la salle de réception, avançant avec une lenteur calculée. Je n'avais pas besoin de me précipiter, mon corps alourdi par 7 mois de grossesse ne nécessitait aucune course éperdue, et mon triomphe imposait de prendre le temps d'être vu par chaque invité. À chacun de mes pas résonnant sur le marbre blanc de l'hôtel Le Meurice, je laissais derrière moi un salon de plus en plus englouti par un silence de cathédrale. Les membres de la haute société, ces mêmes convives mondains qui, à peine 45 minutes auparavant, brandissaient cyniquement leur téléphone pour me filmer en espérant me voir m'effondrer en larmes et supplier leur pitié, s'écartaient à présent de mon chemin comme la mer Rouge, m'ouvrant un passage respectueux, baissant les yeux, sans même oser frôler le tissu de ma robe tachée de grands crus. Alors que j'atteignais enfin le seuil de la double porte capitonnée, j'entendis soudain Aliénor prononcer mon prénom dans un râle déchirant depuis l'autre bout de la pièce. « Séraphine !» Je ne me suis pas retournée. Je n'ai même pas ralenti l'allure. C'est la voix puissante et autoritaire de Maître de la Roche qui résonna dans mon dos, s'adressant à la matriarche comme à une vulgaire délinquante en col blanc. « Madame de Vaudémont,
À compter de cet instant, je vous informe que toute tentative de communication avec ma cliente devra s'effectuer exclusivement par l'intermédiaire de courriers recommandés ou d'huissiers de justice. Pour la toute première fois depuis des générations, le prestigieux nom de Vaudémont ne résonnait plus du tout comme un symbole de pouvoir incontestable et de supériorité héréditaire. Il sonnait comme l'intitulé d'une vulgaire assignation à comparaître. Ce jeudi soir-là, sous les ors de la République, je n'ai absolument pas signé la fusion-acquisition salvatrice. Je n'ai pas sauvé la fortune d'Aliénor de Vaudémont. Et je n'ai en aucune façon accordé mon pardon à la trahison innommable d'Enguerrand. Mais j'ai réussi à préserver avec certitude les salaires, les emplois et la dignité de 140 employés et artisans innocents, qui n'avaient aucune part de responsabilité dans la perversion et la décadence d'une famille qui n'avait jamais cessé de les exploiter comme un banal élément de décoration pour briller en société. 3 jours à peine après la réception désastreuse, le cabinet d'audit indépendant diligenté par le fonds d'investissement a commencé à disséquer les comptes, remontant les ramifications nauséabondes des dérives financières. Les commissaires aux comptes ont exhumé des transferts de fonds offshore dissimulés à destination des comptes personnels d'Olympe, des paiements faramineux et dupliqués vers des sociétés de fournisseurs totalement fictives créées de toutes pièces, ainsi que des achats personnels de luxe outrageusement maquillés en frais de représentation. La majestueuse demeure de famille, l'hôtel particulier situé dans les quartiers les plus exclusifs de Neuilly-sur-Seine, a été immédiatement mis sous séquestre par une ordonnance d'un juge. Le couperet est tombé de façon implacable. Les cartes bancaires d'Enguerrand de Vaudémont ont cessé de fonctionner en plein milieu d'une boutique de luxe de l'avenue Montaigne, alors qu'il tentait désespérément, en vain, d'acheter un bouquet de fleurs hors de prix, accompagné d'une parure en diamant pour venir mendier mon pardon de manière pathétique. Je l'ai su, bien sûr. Je l'ai su parce qu'il m'a appelé, frénétiquement, à 12 reprises, en masquant son numéro. Je n'ai pas décroché une seule fois. Pour sauver la face devant le tout Paris, Aliénor a ordonné à son agence de communication de crise de publier un communiqué de presse alambiqué dans le grand quotidien Le Figaro, prétendant qu'elle se retirait temporairement de la direction opérationnelle du groupe Vaudémont pour de sérieuses raisons de santé. Absolument personne dans la capitale ne l'a cru. La vidéo pirate montrant la scène de la coupe de vin, filmée sous le manteau par un fournisseur rancunier, avait déjà trop fuité dans les cercles mondains et les clubs privés. L'image de ma robe de soie blanche de créateur, barrée de cette monstrueuse éclaboussure pourpre sur mon ventre de femme enceinte, s'est révélée être une preuve de brutalité infiniment plus puissante et destructrice que le meilleur des argumentaires rédigés par un conseiller en relations publiques grassement payé. Olympe, conseillé par un avocat pénaliste désireux de lui éviter la case prison pour recel d'abus de biens sociaux, a fait restituer piteusement la bague de fiançailles par l'entremise de son conseil. Dans le sac en plastique transparent des scellés du commissariat, glissé juste à côté de l'écrin et de l'énorme diamant, on pouvait trouver un mot griffonné à la hâte sur un papier, où elle pleurnichait en m'assurant qu'elle avait, elle aussi, été cruellement manipulée et trompée par les mensonges d'Enguerrand. Il y avait peut-être, au fond, une petite once de vérité dans sa victimisation de dernière minute. Cependant, une femme d'âge adulte qui rit à gorge déployée, tout en caressant son propre ventre plat, pendant que l'on humilie publiquement une femme sur le point d'accoucher, ne peut en aucun cas se targuer d'être une âme innocente et naïve. Elle n'était pas la victime de l'histoire, elle avait simplement endossé ce costume beaucoup trop tard, au moment où le bateau coulait. Ma belle-sœur, Domitille, m'a envoyé un long message texto d'excuses larmoyantes aux alentours de 2 heures du matin le surlendemain du scandale, jurant ses grands dieux qu'elle avait toujours agi sous la terreur et la pression psychologique constante de sa redoutable mère. J'ai lu ce pathétique tissu de justification, et d'un simple mouvement du pouce sur mon écran, j'ai supprimé le message sans daigner lui offrir la moindre réponse. Enguerrand a bel et bien tenté de forcer le passage pour me voir à la clinique de la Muette, 1 semaine plus tard, lors de mon admission d'urgence pour le traitement d'une sévère poussée de tension artérielle. Il n'a même pas pu franchir le hall de la maternité. L'agent de sécurité, prévenu par la direction de l'établissement de santé privé, a dû faire barrage de son corps et lui a expliqué calmement, mais fermement, qu'il existait au dossier de la patiente une ordonnance judiciaire provisoire d'éloignement, prononcée par un juge des affaires familiales à la demande expresse de Maître de la Roche. Assise dans le fauteuil de la salle d'attente sécurisée, bien à l'abri au premier étage de la clinique, j'ai pu l'observer à travers la large baie vitrée de la rue. Il portait le même costume cintré et onéreux en laine froide qu'à l'accoutumée, mais il avait exactement le même visage décomposé, défait, brisé, d'un homme qui venait de tout perdre. En contemplant sa déchéance depuis ma forteresse de verre, je n'ai ressenti absolument aucune joie victorieuse ou mauvaise. Je n'ai ressenti que le calme plat,
Une paix monumentale, inébranlable, mon fils a vu le jour exactement 6 semaines plus tard, à l'issue d'un accouchement qui s'est déroulé sans aucune complication. Un bébé magnifique, vigoureux, au teint joliment rosé. Quelques minutes à peine après l'expulsion, lorsqu'on l'a posé sur moi, j'ai senti sa minuscule petite main se refermer instinctivement autour de mon index avec une force étonnante. C'était comme si mon enfant savait pertinemment, dès la première seconde de son existence, que dans cette vie cruelle, absolument personne, ni aristocrate déchu, ni bourgeois hystérique, ne parviendrait à lui arracher ce qui lui revenait de droit, du moins, tant que je continuerais de respirer. Je l'ai appelé Côme, pas en l'honneur d'Enguerrand, de son père fuyant ou d'un obscur aïeul de la lignée des Vaudémont, mais en l'honneur de mon propre grand-père. Le modeste menuisier de province, ce patriarche discret aux mains rugueuses qui m'avait enseigné, dès mon plus jeune âge, qu'une signature apposée au bas d'un document ne possède d'authentique valeur que lorsque la main de celui ou de celle qui signe ne tremble pas face à l'adversité. La toute première fois que l'on a posé le petit Côme contre ma peau nue, peau contre peau sur ma poitrine, pour qu'il trouve le chemin de la vie, mes pensées ont divagué une dernière fois vers cette fameuse soirée de gala. J'ai repensé au contact écœurant du grand cru glacé s'infiltrant dans les fibres de la soie blanche. J'ai repensé au ricanement mesquin de la bonne société parisienne, à ces centaines de téléphones portables brandis en l'air comme des torches lors d'un lynchage public, et à cette coupe de cristal luxueuse roulant lamentablement sur le marbre froid jusqu'à venir buter doucement, dans un ultime tintement, contre la pointe de mon soulier de grossesse. Au fil des mois qui suivirent la naissance de Côme et l'effondrement définitif de l'Empire Vaudémont, de nombreuses personnes, des journalistes de la presse économique aux anciennes connaissances mondaines, m'ont souvent demandé s'il ne m'était pas insupportable de savoir que la fameuse vidéo clandestine de mon humiliation mondaine continuait de circuler en boucle sur certains forums internet et dans les boucles de messagerie privées du tout Paris. Et ma réponse était toujours la même. Oui, d'une certaine manière, l'image de cette atrocité me peinait profondément, et le souvenir de cette blessure me faisait encore mal. Mais chaque fois que je ressentais une once de honte rétrospective, je me remémorais un autre détail crucial. Un détail invisible à l'œil nu, mais fondamental. Dans cette vidéo virale, bien que couverte d'insultes et imbibée de vin, je n'avais pas l'air d'une femme détruite. Je n'étais pas une proie sanglotante. J'étais silencieuse. J'étais stoïque. J'étais l'immobilité incarnée au milieu de la tempête hurlante de leurs bêtises crasses. Et j'ai appris que, bien souvent dans l'existence d'une femme d'affaires, lorsqu'une femme décide de rester parfaitement calme et silencieuse sous les coups de l'arrogance, cela ne signifie absolument pas qu'elle accepte passivement la défaite et l'injustice. Bien au contraire, parfois, cette femme silencieuse est tout simplement en train de patienter avec une rigueur mathématique. Elle attend, implacable, que tous ses bourreaux, sans exception, s'approchent suffisamment près du centre de la table, enivrés par leur propre sentiment d'impunité, pour que l'implacable guillotine de la vérité puisse finalement s'abattre sur leur nuque et les décapiter tous en même temps, d'un seul et unique coup.